Chapitre 2. Histoire économique de la révolution industrielle à la Seconde Guerre mondiale. Premier point, les causes de la première révolution industrielle. La première révolution industrielle, ça vient de la révolution agricole. À l'époque, on a commencé à supprimer le système d'open field. En fait, l'open field, c'est des champs ouverts où tout le monde pouvait venir cultiver. Donc, on a tout clôturé et on a fait de grandes exploitations. Et puis, on a aussi arrêté la jachère. La jachère, c'est quand on laissait les champs se reposer. À la place, on a fait l'assolement triennal, c'est-à-dire que tu cultives différentes choses chaque année pour que la terre, elle reste toujours fertile. Et donc, du coup, tu vas produire plus. Alors ça a permis d'augmenter les rendements et la productivité. Mais ça a aussi bouleversé la société. Les paysans pauvres qui n'avaient plus de terre, du coup, c'est devenu des ouvriers. Ensuite, il y a eu une transition démographique. C'est la période où on a vu la mortalité baisser grâce à plusieurs facteurs. Plus de production agricole, des progrès en hygiène et en médecine notamment. Le taux de natalité restait élevé, ce qui faisait une forte croissance démographique. Plus de monde, donc plus de main-d'œuvre bon marché, donc plus de débouchés pour les producteurs, et du coup un marché intérieur qui se développe. Le XVIIIe siècle, il a aussi été marqué par de grandes innovations. Dans le textile, on a eu le métier à tisser mécanique en 1785. Dans la sidérurgie, on a eu de nouvelles techniques pour fabriquer de l'acier. Et puis la machine à vapeur de Watt, elle est arrivée en 1782. Rostow, c'est un économiste, il a proposé 5 étapes pour le développement économique des pays. D'abord, la première étape, c'est la société traditionnelle. Bon, disons que tu es tatoueur et que tu commences ton activité avec un simple carnet et juste ton talent de tatoueur. Tout est manuel, tu n'as pas encore de machine sophistiquée ni un vrai studio. Tu fais tout de manière traditionnelle et basique. Puis viennent les conditions préalables au décollage. Là, tu décides de te structurer, tu investis dans des formations, tu achètes des machines de tatouage modernes, tu ouvres un petit salon. Tu développes aussi ta visibilité avec un site web ou des réseaux sociaux. Bon, bref, tu poses les bases pour décoller. La troisième étape, c'est le décollage. Ton salon, il marche bien, les rendez-vous, ils s'enchaînent. Tu te fais connaître grâce à tes tatouages originaux et les clients affluent. Ton activité, elle passe un cap. Tu commences à générer des revenus réguliers et solides et tu réinvestis pour améliorer encore tes services. Puis vient la marche vers la maturité. Ton activité est diversifiée. Tu ne fais plus que des tatouages, mais aussi des formations pour futurs tatoueurs. Des ventes de produits dérivés, des designs, des stickers, etc. Ton salon devient une référence et tu développes de nouvelles stratégies pour attirer encore plus de clients. Et enfin, c'est la consommation de masse. Là, tu es une marque reconnue. Ton salon fonctionne sans que tu sois constamment présent. Tu te concentres sur de nouveaux projets comme ouvrir d'autres salons ou écrire un livre sur le tatouage. Tu as le luxe de choisir tes projets tout en profitant des fruits de ton travail. Alors, si on retourne à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, c'est l'époque où on passe du domestic system au factory system. C'est-à-dire que les entreprises se concentrent et contrôlent mieux les travailleurs, ce qui renforce la division du travail. On voit aussi le développement du système bancaire avec les créations de la Banque de France en 1848 et des marchés financiers pour financer les entreprises. Point suivant, les causes de la deuxième révolution industrielle. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi.
Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. La deuxième révolution industrielle, c'est l'apparition du pétrole et de l'automobile. L'électricité commence à être utilisée pour l'éclairage public et les moyens de transport comme les trams. Imagine, tu vis à cette époque et tu vois les premières voitures et les premières lampes électriques dans les rues. Les conditions de travail, elles deviennent plus sûres, le bien-être augmente et la culture de masse se développe. Les gens vivent mieux. Les firmes deviennent transnationales, les grands bassins industriels se développent et le taylorisme permet de produire en masse. Entre 1780 et 1850, le capitalisme industriel se développe mais les conditions de vie et de travail se détériorent. Après 1780, les conditions s'améliorent avec l'augmentation du revenu réel des ménages. Mais ça crée des inégalités, c'est-à-dire des différences de conditions de vie entre les ouvriers urbains, les artisans et une classe moyenne hétérogène. Et puis, il y a aussi une dégradation de l'environnement. Point suivant, l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, les grandes puissances économiques se remettent en selle avec leur logique capitaliste. Mais seulement, l'Europe elle perd sa place de leader économique et elle laisse la domination aux États-Unis. Les économies européennes, elles sont complètement chamboulées. Par exemple, en Angleterre, la livre sterling, elle perd carrément un quart de sa valeur face au dollar. La guerre avait tout stoppé niveau économie. Mais dans les années 20, ça repart fort. On voit le développement de la production de masse avec des investissements énormes. Résultat, la productivité explose. Un exemple, l'industrie automobile. Point suivant, la crise de 1929. Pendant les années 20, l'Europe galère à se relever. L'Allemagne et la France ont des soucis avec leur monnaie et surtout les revenus sont mal répartis. Et là, on ajoute à ça une énorme spéculation boursière. En septembre 1929, les banques d'Angleterre, elles augmentent leur taux d'intérêt, ce qui du coup pousse les capitaux américains à aller vers Londres. Et du coup, là, ça dérape. Fin octobre, c'est ce qu'on appelle le jeudi noir. C'est-à-dire que tu vois 13 millions de titres émis en vente sur le marché américain et il n'y a plus personne pour les acheter. Et puis quelques jours après, c'est le mardi noir avec encore 16 millions de titres offerts, toujours sans preneur. Les prix s'effondrent et c'est le chaos. La crise ne reste pas que boursière, elle touche les banques, l'économie et la société. Les banques qui avaient utilisé l'argent des dépôts pour spéculer se retrouvent dans le rouge. Plus personne n'a confiance, les crédits ne sont plus accordés et on tombe dans la déflation. Point suivant, les politiques de sortie de crise des années 30. À l'époque, les libéraux pensent que l'économie doit s'en sortir toute seule. Donc l'État ne fait rien et laisse faire. Ces politiques de déflation dominent au début des années 30. Imagine-toi être un entrepreneur dans ce contexte, t'as pas d'aide. C'est un climat compliqué, tu dois te débrouiller tout seul et que le meilleur gagne. Mais aux États-Unis, Roosevelt il lance le New Deal. C'est un programme qui vise à redresser l'économie. Entre mars et juin 1933, il met en place plein de réformes. Il sépare les banques de dépôt et les banques d'investissement. Il garantit les dépôts bancaires et il abandonne l'étalon or. Et puis aussi, il finance des gros travaux pour créer des emplois. Bon, en clair, l'État reprend les choses en main. Pour ce qui est de la France, à cette période, au début, elle s'en sort mieux parce qu'elle est plus agricole et moins industrialisée. Mais après la dévaluation de la livre sterling, elle est frappée à son tour. En 1935, elle compte 1 million de chômeurs. L'État décide alors de réduire drastiquement ses dépenses publiques. L'Angleterre, de son côté, baisse ses taux d'intérêt après avoir dévalué sa monnaie et elle soutient les anciennes industries et l'agriculture pour relancer l'économie et réduire le chômage. Et en Allemagne, au Japon et en Italie, les choses elles prennent un autre tournant. Les gouvernements contrôlent tout, la production, les banques, et orientent les crédits vers l'armée et les grands travaux.